RTL 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin le député France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens. Adrien Quatennens, ce sera, on le dit depuis ce matin, l'une des images du jour, cet hommage national à Robert Badinter. La famille a fait savoir hier qu'elle ne souhaitait pas la présence du RN ni de la France Insoumise. Je prends acte, a dit dès hier Marine Le Pen, c'est le choix de la famille. Vous nous le confirmez ce matin, la France Insoumise, elle sera bien présente à cet hommage ? Oui, d'abord permettez-moi de saluer en ce jour d'hommage national la mémoire d'un grand homme d'État, d'un garde des Sceaux dont tout le monde se souvient, dont le nom restera à jamais associé à cette grande idée selon laquelle tuer n'est pas rendre justice. Et puis tout à l'heure, Alba Ventura a eu aussi raison de rappeler qu'il y a la question de la dépénalisation de l'homosexualité, toutes ces choses qui font de Robert Badinter le grand homme qu'il était, à qui aujourd'hui on a envie de rendre hommage. Alors pourquoi pas vous plier justement à la demande de la famille ? Écoutez, d'abord, c'est une journée d'hommage national et jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas un hommage privé. Alors moi, je respecte le deuil de la famille, je n'ai pas envie de polémiquer avec elle en ce jour de deuil, mais nous sommes invités par le président de la République. Donc nous allons nous y rendre, nous serons représentés par deux personnes qui occupent des fonctions officielles à l'Assemblée nationale, Éric Coquerel qui est président de la Commission des Finances, Caroline Fiat qui est vice-présidente. Vous avez parlé du Rassemblement national, que le Rassemblement national, qui d'ailleurs hier, lors de l'hommage qui a été rendu par la présidente de l'Assemblée, n'a pas applaudi l'hommage à Robert Badinter, que le Rassemblement national ne partage pas dans l'histoire ce que représente Robert Badinter et le combat abolitionniste, je le comprends, qui décident de ne pas y aller. Pour eux, en effet, c'est pas étonnant. Mais nous, ce que nous incarnons politiquement est davantage proche de cela. Et d'abord, je voudrais dire aussi, et inviter peut-être vos auditeurs, même si je sais que le Mélenchon bashing est un sport national, Jean-Luc Mélenchon, il se trouve, a écrit un texte que je trouve, on va dire que je ne suis pas neutre, mais je trouve très beau, d'hommage à Robert Badinter, où il dit que même malgré leurs désaccords, il trouvait ce personnage absolument lumineux. Et il dit de Robert Badinter, il était toujours à l'altitude de l'idéal. J'invite ceux qui nous écoutent à lire ce texte. Je crois qu'il y a peu d'hommes politiques qui rendent un si bel hommage à Robert Badinter que ne l'a fait Jean-Luc Mélenchon. Sauf que Robert Badinter avait eu des mots très durs contre Jean-Luc Mélenchon, notamment... Partagez pas tout, ils avaient été parfois voisins au Sénat et ils avaient combattu ensemble. Voilà, et plus récemment, quand il avait condamné le fait que Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas à faire barrage contre Marine Le Pen, s'abstenir aujourd'hui, avait-il dit, c'est favoriser l'élection de Marine Le Pen. Il ne vous aura pas échappé, attendez, parce que c'est important ce que vous dites, Alice Bégaud, là. Il ne vous aura pas échappé qu'on n'a pas appelé à l'abstention, on a laissé liberté de vote à nos électeurs. Et puis, juste d'un mot, puisque vous parlez de barrage, les électeurs qui ont fait barrage, aujourd'hui, ils voient que Emmanuel Macron a été élu pour faire barrage et que c'est un marchepied pour le Rassemblement national. Mais en clair, vous nous dites ce matin, Adrien Quatennens, si la famille ne voulait pas de la France insoumise, il ne fallait pas d'hommage national ? Je pense qu'un hommage national ne doit pas être confondu avec un hommage privé et que s'il y a hommage national, il n'y a pas de tri à faire parmi les participants. Et il n'y a pas un moment où il faut éviter la polémique, lâcher les armes. Je rappelle que vous avez fait la même chose la semaine dernière lors de l'hommage aux victimes françaises du Hamas. Les familles ne voulaient pas que la France insoumise soit là. Pas les familles, Amandine Bégaud. Les familles de victimes, on les a entendues, des proches. 5 familles. Oui, des familles. Pas toutes, voilà, des familles, pas les familles. D'ailleurs, vous avez même des familles qui se sont prononcées depuis et qui ont dit que notre présence à cet hommage les avait absolument pas dérangées. Donc il ne faut pas généraliser. Mais encore une fois, et sans vouloir rentrer dans les polémiques, je veux dire, je respecte la douleur des familles et chacun peut avoir ses convictions. Vous rajoutez de la provocation à la provocation ? C'est pas une provocation, je le crois, que de répondre positivement à une invitation du président de la République un jour d'hommage national. Gabriel Attal a reçu, lui, hier, les syndicats d'agriculteurs. Aujourd'hui, Emmanuel Macron recevra 2 d'entre eux avant de recevoir les 2 autres la semaine prochaine. On vous a plutôt peu entendu sur le sujet. Ont-ils raison, ces agriculteurs, de maintenir la pression ? Écoutez, d'abord, peu entendu sur le sujet, c'est pas faute de m'être beaucoup exprimé sur le sujet. D'abord, la situation de l'agriculture en France, d'un mot, mais vous avez un quart des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. On estime que dans 10 ans, la moitié d'entre eux vont être partis à la retraite. On parle d'une installation pour 3 départs. Il y a 200 exploitations agricoles qui ferment chaque semaine en France. Bref, c'est la mort programmée de notre agriculture. Alors, le gouvernement confond répondre aux agriculteurs avec céder à la FNSEA. Moi, je considère que l'avenir de notre agriculture ne passe pas par moins de normes environnementales. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une injonction contradictoire qui est faite en fait à nos agriculteurs. Il y a un et en même temps macroniste qui, sur ce plan-là, ne marche pas. D'ailleurs, il ne marche pas sur grand-chose. Mais on ne peut pas d'un côté demander à nos agriculteurs français de monter en gamme, d'avoir des produits qui respectent de meilleures normes environnementales, de meilleures normes sanitaires, et dans le même temps leur demander d'être compétitifs avec des fermes
usine qui se trouve à l'autre bout du monde et avec les accords de libre-échange que le gouvernement signe à tour de bras. Voilà, là il y a une injonction contradictoire qui n'est pas possible. Donc ils ont raison de maintenir la pression, même si c'est bloqué en partie. Mais je pense qu'ils ont d'autant plus raison que sur le gros des revendications qu'ils portent, qui font socle commun entre les agriculteurs, le gouvernement n'y a pas répondu. La priorité des agriculteurs, ils disent, comme d'ailleurs beaucoup de travailleurs, on veut pouvoir vivre correctement de notre travail. Vous avez vu le gouvernement y répondre? Moi, je ne l'ai pas vu. Nous avons fait une proposition, c'est Manuel Bompard et Aurélie Trouvé qui l'ont portée à l'Assemblée nationale le 30 novembre dernier, pour qu'il y ait des prix planchers, pour que la production agricole soit véritablement rémunératrice. Il a manqué 6 voix, la Macronie a fait barrage à cette proposition. Il faut absolument qu'on ait... Ça doit coûter plus cher aux consommateurs que nous sommes tous, et on le sait, avec des difficultés pour un grand nombre de Français qui aujourd'hui parfois choisissent le produit qui n'est pas français. Et c'est pour ça que là, il y a un choix à faire, et notamment sur la question de l'augmentation des revenus et des salaires. Mais même sur les normes de production, nous sommes par exemple pour une forme de protectionnisme assumé. Il faut imposer aux produits importés nos normes nationales. Sinon, nos agriculteurs sont mis en concurrence de manière totalement déloyale. Mais je crois que, et je voudrais rappeler le cap clair qui est celui que nous portons pour l'agriculture. Je crois que plutôt que moins de normes environnementales, ce qu'il faut, c'est mettre le paquet dans la bifurcation agroécologique de notre agriculture. Et donc pour ça, assumer une forme de protectionnisme. Et il faut des moyens pour ça. Par exemple, nous proposons à la France Insoumise de reprendre la dette des agriculteurs qui se convertissent au bio. Nous avons dans le bio, ça marche plus. Nous avons dans le dernier budget fait voter à l'Assemblée nationale 270 millions d'aides aux agriculteurs bio. Et puis après est passé le fameux instrument du 49.3 qui a balayé ça d'un revers de la main. Je crois qu'on ne répond pas aux revendications de nos agriculteurs. Et je le dis, derrière, c'est l'inquiétude pour notre modèle agricole et notre souveraineté alimentaire. Dans quelques mois, il y a une élection européenne. Justement. Eh bien, regardez ceux qui proposent, par exemple, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Allez demander leur avis aux syndicats agricoles sur ce qu'ils pensent de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Vous allez voir ce que ça va produire sur notre agriculture. Adrien Quatennens, vous évoquez ces élections européennes. Si l'on en croit les derniers sondages, la France Insoumise recueillerait 9% des voix à égalité avec la liste socialiste. Derrière celle emmenée par Europe Écologie, le RN de son côté est très largement en tête, un peu plus de 27% des voix. Est-ce que c'est parce qu'elle est divisée que la gauche n'y arrive pas ? En tout cas, c'est clair que si elle était rassemblée, d'ailleurs on le voit, les sondages le montrent. Si nous étions dans la même configuration qu'en juin 2022, quand nous avons fait les législatives, que nous avons d'ailleurs gagné au premier tour, eh bien aujourd'hui, dans les sondages, ça montre que le potentiel électoral de la NUPES serait à 30%. Mais vous n'êtes pas un tout petit peu responsable, la France Insoumise, de ces divisions? Enfin, je prends vos positions après le 7 octobre. Si vous aviez clairement condamné, par exemple, les attaques du Hamas, vous en seriez peut-être pas là. On va parler, vous voulez, de la situation d'Israël et de la Palestine après, mais je pense que tout ça, c'est d'affreux prétextes. D'ailleurs, nos partenaires, ce sont des prétextes, les appeler comme ça. Écoutez-moi, Amandine Bégaud, dès le mois de juillet 2022, donc bien avant les polémiques que vous citez, nos partenaires disaient c'était un accord électoral ponctuel et puis ensuite aux élections européennes on va de nouveau se disperser. Donc après ils ont essayé d'attraper toutes les polémiques possibles pour le justifier. Le fait est que c'est injustifiable et c'est irresponsable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme partout en Europe, vous avez l'extrême droite qui gagne du terrain, qui a un potentiel électoral qui est sérieux. Nous sommes engagés dans une course de vitesse contre l'extrême droite et elle est en avance sur nous. Et donc je le dis, c'est irresponsable de retourner à une sorte de match des gauches à cette occasion. Et si nous étions rassemblés, tout le montre. Nous ne serions pas challenger, nous pourrions être en tête des élections européennes. Donc moi je dis ce que nous allons essayer de faire, c'est de bâtir une liste qui soit la plus unitaire possible et surtout de faire en sorte, et on va y consacrer tous nos moyens militants, de faire en sorte que la participation populaire à une élection qui est plutôt marquée par l'abstention puisse s'accroître. Et d'ailleurs, je le dis parce que sur d'autres antennes, les auditeurs ont été induits en erreur, mais vous avez jusqu'au 3 mai pour vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter le 9 juin. Et on a créé un site internet qui s'appelle onvoteinsoumis.fr où vous pouvez vérifier votre situation électorale et le cas échéant vous inscrire si ce n'est pas fait. Adrien Quatennens, un certain nombre d'auditeurs sont peut-être surpris de vous entendre ce matin sur RTL. Je ne vous cache pas que j'ai reçu des messages. D'ailleurs, depuis hier, on vous a peu vu ces derniers mois dans les médias. C'est la première fois que vous prenez ce matin la parole sur RTL depuis 2022 et votre condamnation. 4 mois de prison avec sursis, je le rappelle, pour violence sur votre ex-compagne. Cette peine, vous l'avez purgée. Je ne suis pas juge, une fois encore, la justice a tranché. Elle ne vous a pas infligé une peine d'inéligibilité, elle ne vous a pas demandé non plus de vous mettre en retrait de la vie politique. Malgré tout, est-ce que vous comprenez que ça puisse gêner, choquer certaines femmes notamment, de voir un député condamné pour violence conjugale sur les bancs de l'Assemblée ? Je le comprends absolument. Et je vais vous dire, vous abordez le sujet, et moi je n'ai pas pour habitude de l'éviter, même si j'espère qu'on ne m'y renvoie pas sans cesse. Mais c'est vrai, il m'est arrivé dans ma vie de commettre cette faute, une fois lors d'une dispute conjugale, d'avoir levé la main. Et je n'ai jamais voulu banaliser ou minimiser ce geste. Il a été rendu public
longtemps plus tard, dans un contexte particulier qui est celui d'un divorce. Et je regrette non seulement d'avoir levé la main et que ça me soit arrivé dans ma vie, mais je regrette aussi, parce que j'ai compris maintenant et j'ai travaillé sur le sujet, que les mots que j'avais employés au moment de ma défense, il y a maintenant plus d'1 an, n'étaient pas adaptés. Donner l'impression de contextualiser, ça ne sert à rien de toute façon. Aucun contexte ne justifie qu'on lève un jour la main. Alors il y a eu un processus pour ça. La justice a fait son travail. D'ailleurs, je le dis, je souhaite qu'elle le fasse pour toutes les femmes victimes et qu'elles puissent obtenir réparation rapide et prise en charge rapide, ce qui aujourd'hui, je le dis, n'est pas le cas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les associations féministes, dont celles qui m'ont accompagné dans le stage que j'ai effectué de sensibilisation aux violences intrafamiliales, qui ne m'a pas été demandé par la justice, mais par le groupe parlementaire auquel j'appartiens, réclament des moyens supplémentaires pour ça. Vous évoquiez votre défense il y a à peu près 1 an. Qu'est-ce qui fait qu'on peut vous croire aujourd'hui? Vous ne dites pas la même chose. Mais parce que j'ai compris et il m'a fallu ce temps de travail pour comprendre. Vous savez, je crois que... Alors évidemment, moi j'ai été mis en cause, mais les femmes et les hommes politiques ne sont pas des surhommes ou des surfemmes. Sauf qu'il y a un devoir d'exemplarité. Mais bien sûr, et je le comprends. Mais je crois aussi, vous savez, il y a cette phrase, on parlait tout à l'heure de Robert Badinter, il y a cette phrase de Victor Hugo qu'il aimait beaucoup à citer. Il disait, il y a un droit qu'aucune loi ne peut entamer, c'est le droit de devenir meilleur. Voilà. Et ben je crois que dans la vie, on peut toutes et tous faire des erreurs. Alors évidemment, il y a une gradation dans les faits. Les faits qui m'ont été reprochés ne sont pas d'autres faits plus graves qui sont reprochés à d'autres. Moi, j'ai fait le choix de les reconnaître parce que je crois que ça peut contribuer, en tout cas je l'espère, humblement, à faire avancer la cause. Et je crois que oui, on peut reconnaître ses fautes et devenir meilleur. Et c'est, à mon avis, le sens de ce que doit être la justice et le combat que mènent toutes celles et ceux qui veulent que ces violences soient éradiquées. Et ce combat, je le menais avant et je continue à le mener aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Un hommage national ne peut pas être un hommage privé, vient de nous dire Adrien Quatennens, qui justifie la présence de la France insoumise, place Vendôme, à l'invitation du président de la République. Vous restez avec nous.